Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Iseult Turan, porte-parole, et j'ai avec moi ce soir Anne Troby. Anne, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant d'attaquer le sujet de ce soir, je rappelle à nos auditeurs que nos contributions et articles sont disponibles sur le site internet lesantigones.fr et que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur le YouTube en vous y abonnant. Et nous avons récemment ouvert un Tipeee auquel vous êtes invités évidemment à donner. Maintenant que nous avons été obligés, finalement, dans une première partie, de définir la nature, l'essence humaine, et que nous avons vu donc ces critères féminins et masculins qui étaient à la fois nécessaires et signifiants, ce qui est intéressant là de voir, c'est que avant d'aborder la question de la complémentarité homme-femme, on est obligé finalement de repartir sur des notions philosophiques de base qui aujourd'hui ne sont plus acquises parce que la notion d'essence, la notion de nature, ce qui est nécessaire et ce qui est signifiant, ce sont des choses de la philosophie classique que tout occidental est censé connaître. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas finalement. Et on est obligé de les redéfinir pour définir ce qu'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'on est obligé de définir qu'il y a du même, on est obligé de définir qu'il y a du différent. Et où se situe ce différent? Et où se situe ce différent avant d'arriver finalement à la question de la complémentarité qui est un mode de perception de ce qui est différent. Oui, et j'ajouterais peut-être une complexité inhérente au monde moderne, qui est qu'à l'heure actuelle, ces notions qui sont de l'ordre du bon sens et qu'on acquiert après avec une formation philosophique, maintenant elle est rendue d'autant plus complexe qu'en fait le brouillage des esprits se fait avant l'accès à ces notions philosophiques. Ben, c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce qui me fascine aussi dans cette complexité de cette complémentarité, c'est que quand on en parle à des gens qui sont plutôt favorables à la complémentarité homme-femme, tout de suite ils disent « Ah oui, non mais ça on sait déjà, on voit bien ». Bah oui, mais en fait on voit rien du tout. Le problème c'est que souvent l'esprit est embrouillé et qu'on est obligé de passer par des redéfinitions, un travail de fond qui n'est plus fait aujourd'hui et qui fait justement Ouais. des problèmes au niveau de la communication face à l'adversaire, Mhm. qui lui ne veut plus de cette différence des sexes, qui veut une uniformisation, au contraire une essentialisation des différences, qui ne conduisent dans un sens ou dans un autre qu'à l'extinction en fait, de l'espèce humaine. Donc c'est grave. Avec la difficulté que même dans les partisans de la complémentarité, il y a quand même plusieurs camps qui se posent, avec effectivement une tendance à l'essentialisation, qui est de plus en plus on va dire, croît de plus en plus à mesure qu'on dit n'importe quoi sur les rapports hommes-femmes. C'est normal, le débat se crispe, donc on va se replier sur des positions un petit peu caricaturales parce qu'on n'a pas cette formation philosophique, parce qu'on n'a pas ces distinctions en tête aussi. Je pense vraiment que ça permet d'éviter voilà, les écueils de réflexion un peu caricaturale là-dessus. Je pense que c'est extrêmement important à l'heure actuelle de former nos ados sur cette question-là, dans la mesure où les générations précédentes, c'était une évidence, voilà, on blague sur les hommes et les femmes, à la limite, ça va pas plus loin que ça, la caricature. Mais ces rapports se vivaient assez simplement. La difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, voilà, il va y avoir des associations qui vont intervenir dans les écoles, il va y avoir des cours, des enseignants qui vont brouiller les esprits autour de ça, avant même que les enfants aient accès aux distinctions philosophiques qu'on a faites ensemble. Et la difficulté, c'est qu'en fait, les générations qui vont venir ne vont pas être en mesure de penser correctement la complémentarité si elles n'ont pas accès à ces notions, si on n'en a pas discuté avant. Et par ailleurs, dans la cour de récré ou peut-être un âge un peu plus avancé, mais quand ils vont débattre avec leurs camarades de ce genre de questions, ils auront beau être convaincus de leur fait et du bon sens de leurs propositions, ça peut être extrêmement difficile, frustrant, et puis même remettre en question certaines choses, de ne pas être en mesure d'expliquer ce qu'on pense. Oui, parce que l'expression de cette complémentarité, on va le voir, nécessite en amont les précautions oratoires qu'on a émises, mais qui sont plus que des précautions oratoires, qui sont de la précision philosophique. Et on a, malheureusement, chez les tenants de la complémentarité, une sorte de va-vite qui fait qu'on mélange tout, on fait de la confusion, et ce qui fait qu'on n'est plus audible. On mélange ce qui est des rôles symboliques avec le partage des tâches ménagères, on mélange ce qui est de l'ordre du biologique avec l'ordre du culturel, on se retrouve avec une essentialisation de la féminité ou de la masculinité, ou alors une confusion des genres totale. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aborder la complémentarité de manière militante et s'insérer dans la société en ayant un discours audible nécessite d'avoir une pleine maîtrise de ces données philosophiques. Moi, je reformulerais, c'est-à-dire qu'on politise des choses qui ne sont pas politiques. Ce qu'on oublie souvent dans ce débat, ce dont on va peut-être parler ensemble maintenant qu'on a
évacuer ces distinctions philosophiques, c'est que cette question de la complémentarité, on la prend toujours, à l'heure actuelle, on extrait en fait la question des relations hommes-femmes, on la prend comme un objet philosophique isolé. C'est un petit peu le même problème qu'avec le sexe et le genre, où donc le sexe à l'origine en français qui va désigner à la fois le naturel et le culturel, le genre qui ne désigne que le culturel. On va isoler une notion, et du coup, ce qui peut être utile dans certains exposés philosophiques, de manière très contextuelle, mais qui ne suffit pas à une compréhension réelle du sujet. Et bah, de même, pour moi, pour la complémentarité homme-femme, elle ne se comprend qu'à la lumière d'une étude beaucoup plus large de la question de la complémentarité. Parce que la complémentarité, c'est non seulement une manière de qualifier les différences hommes-femmes, mais c'est aussi un mode de compréhension du monde, tout simplement. Alors oui, parce qu'en fait, la complémentarité ne s'étend pas seulement aux hommes et aux femmes, mais à toutes les choses. C'est-à-dire que on a dans notre compréhension du monde tout un tas de choses qui sont complémentaires. C'est-à-dire que les choses fonctionnent par couple, par binôme. Au même titre qu'on va avoir le féminin et le masculin, on va avoir le chaud et le froid, le sec et l'humide, et tout un tas de données Le en sacré fait. et le profane dans les classiques. Pour citer Mircea Eliade, qu'on a déjà cité dans nos textes, la pensée religieuse et philosophique de la plupart des civilisations sont structurées selon ces couples qui organisent le monde, en fait. Là, je renvoie effectivement à Mircea Eliade, le sacré et le profane, qui explique, en fait, la manière dont cette distinction-là, particulière, structure, pour la plupart des civilisations, le temps, l'espace et les relations humaines. Mais c'est la même chose pour le masculin et le féminin, puisque toutes ces distinctions, en fait, tous ces couples fondateurs, fonctionnent, se surimposent et s'articulent ensemble dans une vision du monde qui est articulée autour de couples qui sont pas des couples strictement opposés, qui sont pas des dichotomies manichéennes, un peu comme les couples de divinité primordiale, en fait, qui s'articulent selon des mécaniques complexes. Oui, alors ça c'est un point qui me paraît essentiel, c'est-à-dire que quand on commence à parler de complémentarité, on n'est pas dans l'opposition, et ça tout le monde le sent, c'est plutôt en fait une combinaison des deux. Et cette combinaison des deux nécessite un vase communicant finalement entre les deux, mais qui n'est pas relatif. C'est-à-dire ils sont relatifs l'un par rapport à l'autre, mais ils ne sont pas absolument relatifs. Il y a le masculin et le féminin, et ce qui est masculin par rapport au féminin. Mais on ne peut pas avoir de glissement finalement de l'un dans l'autre. Par ailleurs, à peu près toutes les civilisations qui ont vraiment valorisé ce mode de pensée considéraient que dans le féminin, il y avait du masculin, et dans le masculin, il y avait du féminin. Enfin, pour être plus clair, on va peut-être prendre d'ailleurs. On va peut-être prendre comme exemple quelque chose de plus simple que le féminin et le masculin. On va prendre le sec et l'humide. C'est-à-dire qu'il va y avoir une relativité entre ce qui est sec. C'est-à-dire que une chaussette va avoir l'air sèche par rapport à une autre, mais par rapport à une troisième, elle le sera peut-être pas tant que ça. Et donc finalement, c'est objectivement sec. T'as le sec, t'as l'extra sec, t'as le très très sec, t'as le un peu sec. Voilà. C'est sec, un peu humide. Et t'as le mouillé, vraiment mouillé, très mouillé. Et t'as le vraiment trempé. Exactement. Et alors en fait, ce qui est intéressant là, c'est que c'est l'un par rapport à l'autre, donc il y a une interdépendance entre les deux, une dualité qui va s'organiser. Et à la fois, c'est objectif l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas dire de la chaussette qu'elle est fluidement sèche. J'ai un exemple type. Tu parles de la pluie avec ta grand-mère qui t'explique que il pleut des trompes d'eau, il faut pas sortir dehors, c'est le déluge. Tu fais non, mais il y a un petit crachin, ça va, on peut sortir. Bon, tout le monde est d'accord qu'il pleut au final. Exactement. Voilà. Mais c'est des notions qui sont quand même assez relatives à la personne qui les énonce. Et puis voilà, au degré de sensibilité qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais alors, ce qui est intéressant là, c'est que, en fait, quand on envisage la complémentarité et ces couples, cette interdépendance qui va y exister, on sent très rapidement ce glissement à une forme de... Enfin, au vice qu'il va y avoir à une forme de relativisme. C'est-à-dire que très rapidement, sur le sec et l'humide, on voit bien, on sent bien les choses. Sur le masculin et le féminin, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand il pleut, quand il pleut pas, bah il pleut pas. C'est objectif, c'est visible. T'as quand même ce problème majeur du crachin. Qui peut prêter à confusion de temps en temps. Mais de fait, il y a une relativité qui prête à confusion et qui mène chez certains auteurs, sur le masculin et le féminin, à des notions comme, je pense à Badinter et la bisexualité inhérente à tout être humain, c'est directement issu de la psychanalyse, où en fait, pour moi, c'est une confusion totale en fait, de cette compréhension du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a du féminin dans le masculin et du masculin et du féminin qu'on est tous bisexuels.
Faut arrêter ce délire-là. Ou que tous les hommes ont une part féminine, qu'ils crèvent d'envie d'exprimer au risque de se brimer pour l'éternité, et vice-versa. C'est pas comme ça qu'il faut les comprendre du tout. Et ça, c'est un des gros travers modernes dans cette étude du masculin et du féminin. En fait, on le retrouve aussi dans tous ceux qui vont pratiquer le yoga et le bouddhisme, hein. Le caractère très binaire et opposant qu'on va retrouver chez les Lumières, c'est blanc contre noir, c'est féminin contre masculin, et bien finalement, tout ce qui va être la résurgence en fait un peu bouddhiste et yoga là De tout ça, c'est oui mais finalement c'est relatif. c'est le pansexuel fluide. Exactement. Non mais c'est-à-dire qu'on on passe du manichéen au fluide. au fluide sans aucune compréhension finalement des dualités, de la dialectique qui C'est suffisante. d'ailleurs une incompréhension à mon avis aussi de la philosophie de ces civilisations qui était peut-être un peu moins conne que ce qu'on en fait maintenant. On avait parlé à d'autres occasions du symbole du yin et du yang qui est assez expressif hein, sur cette question du masculin et du féminin, c'est un symbole visuel donc c'est facile à analyser, qui effectivement va pas présenter les choses de manière, voilà, t'as pas un demi-cercle face à un demi-cercle, t'as une courbe entre le blanc et le noir, et par ailleurs t'as ce point blanc dans le noir et ce point noir dans le blanc, qui montre bien la difficulté à articuler ces deux notions et la souplesse que ça nécessite de les articuler. C'est pas du gris tout autour. C'est ça que les gens comprennent pas en fait. Après, tu pointais du doigt un autre risque, qui est aussi de se figer sur des notions qui sont totalement rigides. Et qui est le risque inverse, hein, qu'on retrouve plutôt chez les partisans de la complémentarité, sur la question des rapports hommes-femmes, c'est de se figer sur un ça c'est masculin, ça c'est féminin, ça c'est masculin, ça c'est féminin. Ce qui donne tellement d'eau au moulin à l'adversaire, parce que quand on commence à expliquer que la danse c'est un truc de gonzesse, et qu'on voit que Louis XIV lui-même dansait sur scène dans des spectacles, on rigole un peu aussi. Oui, ou alors on entend plus largement que le changement de la couche est une compétence strictement féminine. Non, voilà. En fait, on est sur quelque chose, en fait, de la même façon que tu disais pour le sec ou l'humide, ou ça va être la même chose pour le froid et le chaud, l'important c'est de reconnaître qu'il y a du féminin, qu'il y a du masculin, et qu'il faut accepter cette dualité des choses et toute la complexité avec laquelle elle va se manifester dans la personne humaine. Ces couples fondateurs, ces principes organisateurs ont été à la base de la pensée d'énormément de civilisations. Comment on en est arrivé à refuser la complémentarité dans le monde occidental ? Ces couples symboliques, on l'a dit, ça peut fonctionner seulement si on conserve une souplesse de pensée dans la manière de les articuler. Or, on remarque quand même dans l'histoire de la pensée occidentale un certain nombre de courants de pensée qui vont rigidifier ces oppositions traditionnelles en les figeant dans des listes caricaturales de thèmes opposés hiérarchisés. Ça dépasse largement cette question du masculin et du féminin. Pour moi, le point de rupture, en fait, c'est vraiment, ça va vraiment être avec la pensée des Lumières au XVIIIe siècle, parce que c'est cette pensée-là qui va en fait nous couper de ces couples symboliques. Parce que c'est une pensée qui va valoriser, donc qui va opposer la raison et la foi, qui va valoriser la raison au détriment de la foi, qui centre au contraire sur l'être humain, qui est considéré avant tout comme dans ses capacités de raisonnement, en fait, de logique, de pensée mathématique. Et en fait, sauf qu'au passage, dans ce moment historique, nos couples symboliques, ils ont été associés à un mode de pensée adolescent, une sorte d'intuition d'enfant qui n'aurait pas de validité scientifique, avec l'émergence de ce fantasme un peu d'homme nouveau. Parce qu'avec la Révolution va émerger la question de l'égalité, dont vont être exclues les femmes. Et à partir de là, il va y avoir un certain nombre de luttes féministes qui vont effectivement commencer à ce moment-là, et on va parler beaucoup des questions de rapport homme-femme. On va essayer on va aller commencer à mesurer, à essayer d'objectiver, à essayer de rationaliser ces rapports, cette complémentarité en établissant des listes objectives. Donc on va faire des listes qui sont caricaturales. Donc les hommes vont être rationnels, les femmes émotionnelles, les hommes forts, les femmes faibles, les hommes machin, les femmes ceci, d'une manière totalement exclusive en fait. L'égalité, finalement, va devenir une grille de lecture qui va surpasser cette question de la complémentarité aujourd'hui. Et à partir du moment où on a ancré cette question de l'égalité comme étant première et comme étant fondement de la France, elle s'est étendue à tous les domaines et donc nécessairement à celui du féminin et du masculin. Sachant qu'en fait, l'égalité est avant tout un mode d'organisation politique, alors que la complémentarité est une manière d'aborder le monde. À la Révolution, le fait d'être régicide, en fait, c'est vraiment une volonté de tuer le père qu'on va retrouver, parce que la volonté de la Révolution, c'est de créer une société fraternelle. C'est-à-dire que de même, on va essayer d'évacuer le sacré. Alors tout en remplaçant finalement la religion par le culte de la raison, etc. hein. La nature a horreur du vide. C'est vraiment à ces couples-là qu'on s'attaque.
cette dynamique-là, elle se superpose, elle s'entremêle à une autre, qui est ce qu'on disait sur la politisation en fait, de la complémentarité, où en réalité, en fait, c'est aussi des époques où on repense aussi énormément, on revoit toute notre conception de la société, qui est plus considérée comme un tout organique, mais comme des sociétés du contrat. Donc ça implique des choses très différentes, et c'est des sociétés qui, par ailleurs, avec l'industrialisation, deviennent de plus en plus complexes et composites. Parce que quand tu as une société qui est assez clairement hiérarchisée, qui est finalement assez simplement organisée, et dans laquelle tout le monde partage une certaine vision du monde, en fait, cette complémentarité, elle n'a pas besoin d'être organisée politiquement. Dans la mesure où, en fait, les rôles vont se séparer, vont s'organiser dans chaque communauté locale, régionale, de manière assez implicite. Et de manière assez consensuelle, dans la mesure où quand tu as une vision du monde partagée, c'est beaucoup plus simple de s'accorder sur qui doit faire quoi, en fait. C'est aussi la complexité croissante de la société au 19e qui, à mon avis, commence à poser la complémentarité comme un problème, et c'est la politisation de cette complémentarité aussi. C'est cette volonté de mesure, je pense, qui est intéressante et qu'on retrouve dans le caractère scientifique dont on va trouver le vice jusque dans l'art qu'est la politique, puisque la politique est un art. L'organisation sociale aussi est un art. C'est à cette époque-là que commence en fait toute cette politique basée sur de l'ingénierie sociale, hein, d'ailleurs. C'est ça, c'est une sorte de mécanisation de la politique, une sorte de rationalisation excessive aussi de la politique, à mon avis, et qui va avoir des impacts sur les relations hommes-femmes et sur la manière de les aborder en droit et en politique. À partir du moment où tu coupes cette question des rapports hommes-femmes de toute vision de la transcendance, évidemment tu vas la politiser, évidemment tu vas la mesurer, la simplifier, et que ça va finir sur des calculs de qui fait le plus la vaisselle à la maison. C'est ça la difficulté. Et sauf que maintenant, un enjeu de notre siècle, ça va être de réussir à penser ce couple homme-femme, à penser ce rapport homme-femme, À penser cette complémentarité, en fait, hein. en dehors d'une référence à la transcendance, pas parce qu'il faut nécessairement les penser comme ça, hein. Je pense pas, je pense que à mon avis c'est intrinsèquement lié, mais parce que il faut quand même qu'il y ait une part de cette réflexion qui soit accessible à tous, qui soit universalisable, et qui puisse être effectivement, qui puisse avoir une traduction politique adéquate. Sachant que du coup, n'en déplaise à certains, la complémentarité homme-femme n'est pas un mode d'organisation, justement, de cette politique. C'est avant tout une compréhension du monde, et c'est ça qui nous tenait très à cœur d'expliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'égalité qui va être vraiment un mode d'organisation, de la complémentarité. Pour schématiser, on va dire que la complémentarité homme-femme va relever de l'ordre du symbolique, voire du métaphysique et du religieux, tandis que la question de l'égalité va relever beaucoup plus du politique. Et après... Et faire d'ailleurs de l'égalité quelque chose de symbolique, de religieux et de transcendantal est une erreur. Et je pense que ça, on aura l'occasion de le revoir au cours d'une émission Ouais. qui traitera exclusivement finalement de la question de l'agencement complémentarité et égalité, qui est là assez complexe parce que l'égalité est une notion très lourde de sens, très lourde d'histoire, et qui aujourd'hui dépasse largement ce qu'elle est. Mais en fait, pour conclure cette partie-là, on a expliqué un peu ce que c'était que la complémentarité au-delà des rapports hommes-femmes, hein. On avait précédemment déjà questionné la question de la complémentarité par rapport à la sexualisation humaine. La problématique contemporaine par rapport à la complémentarité en tant que notion philosophique, ça va être qu'est-ce qu'on en fait, comment on la traduit politiquement, et comment on l'articule avec cette question moderne de l'égalité, sur laquelle on peut être très critique, hein, mais qu'on est obligé à l'heure actuelle de prendre en compte dans une réflexion politique, parce que c'est un des incontournables du temps, de fait. Donc ça, on va revenir dessus dans une prochaine émission. En attendant notre prochaine émission, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lesantigones.fr, sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous êtes bien sûr invité à vous abonner, et nous avons, comme l'avait dit Isole en début d'émission, ouvert récemment un Tipeee, auquel nous vous invitons évidemment à participer. Donc en tout cas, merci Anne d'être intervenue sur la question de la complémentarité. Bonsoir à tous.